dispositif. Alors je tiens à les féliciter parce qu'ils font un travail remarquable et on a 7 requérants qui sont allés les chercher. Et ils ont bien fait, et effectivement, l'union fait la force, et ça a aussi une importance d'avoir plusieurs requérants, puisque effectivement, ça n'entraînera pas forcément le succès du recours, mais en tout cas, ça met une pression sur le maître d'ouvrage. Alors notre recours, il a été formulé, comme l'a dit Didier K, devant le tribunal administratif de Marseille. Avant, il y avait une unique possibilité, c'était de saisir le Conseil d'État, c'est-à-dire que c'était une seule juridiction. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir le tribunal administratif. Si le recours est rejeté, il y a la cour administrative, puis après le Conseil d'État. Donc ça laisse augurer de nombreux recours, et ça met une pression quand même sur le maître d'ouvrage et sur l'État, parce que ce sont des arrêtés interpréfectoraux. Donc sur le fond du dossier, alors je partage ce qu'a dit Madame, effectivement, dans d'autres termes, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, c'est un rouleau compresseur, mais il a été extrêmement malin, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Voilà, c'est ça, qui ne savent pas. C'est exactement ce que vous avez dit en fait. Sur la concertation, c'est un de nos moyens, d'ailleurs, un de nos moyens juridiques, puisque la commission a noté que l'ensemble du recours, l'ensemble du dossier a été remis fin décembre 2021. 5000 pages. La concertation a eu lieu en janvier et février. Donc évidemment, personne ne peut prendre connaissance de 5000 pages, c'est extrêmement complexe. Donc les gens n'ont pas été informés. Et il est pointé le défaut de participation du public, mais ça s'est passé de telle façon qu'il ne peut pas y avoir de participation du public. Je pense que les gens n'ont pas été informés. Donc c'est un de nos moyens. Alors il y en a d'autres. Le deuxième moyen, c'est l'avis de l'autorité environnementale qui a été développé par Didier Cade, qui pointe effectivement les lacunes. C'est de l'étude d'impact, qui est une étude extrêmement importante pour le projet. L'avis de l'autorité environnementale nous dit au stade d'une déclaration d'utilité publique, elle est cependant assez incomplète sur d'autres aspects importants, notamment la prise en charge des risques géologiques, la gestion des déblais, l'appréciation correcte des nuisances sonores, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de points extrêmement importants, pas d'études géologiques, des études qui sont lacunaires concernant les eaux souterraines. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une conférence du président sur l'eau, on n'a pas d'études. Rien n'a été transmis. L'autorité environnementale indiquait qu'il fallait une étude complémentaire, elle n'a pas eu lieu. Donc aujourd'hui, on ne sait rien sur ce point-là. Les questions de l'urbanisation, parce qu'il va y avoir des gares qui vont augmenter l'urbanisation, tout ça, on ne répond pas. Donc aléas géologiques, bon, j'en ai parlé. On sait, on connaît ici le tunnel de Toulon. Là, on est sur un projet qui est colossal. Le tunnel de Toulon s'était multiplié par 4, je crois, le coup. Il s'est effondré, et là, aujourd'hui, on n'a pas de données. Donc voilà les points sur l'enquête en elle-même, sur le défaut de prévision sur l'environnement, et le point qui est sur le fond, qui est le point important et qui est vérifié automatiquement par le juge administratif, c'est le bilan coût-avantage. C'est-à-dire que le juge, de manière assez simpliste, va vérifier qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, il faut pas se leurrer, sur les gros projets, les projets nationaux, il est rare, parce que le Conseil d'État qui se prononçait, il est rare que les projets soient remis en cause, soient annulés, parce qu'il y a une pression quand même extrêmement importante sur les juges. Mais nous avons, depuis 2016, un arrêt qui est extrêmement important, un arrêt de 2016 donc, du Conseil d'État, qui concerne un projet important, le projet de la LGV Limoges-Poitiers, qui a été annulé par le Conseil d'État, en disant qu'il y avait plus d'inconvénients, notamment le coût, parce que rien n'était chiffré, et qu'on s'interrogeait sur l'utilité du projet. Et c'est exactement ce que l'on dit aujourd'hui, ce que vous avez un peu dit madame, on s'interroge sur l'utilité de ce projet. Ce qu'on était, c'est vrai, sur un projet de grande vitesse, on n'est plus sur ça aujourd'hui.
Les gains de temps ne sont pas démontrés dans le rapport qui a été remis par le maître d'ouvrage. Vous avez un coût qui est fixé aujourd'hui à 3,5 milliards, mais qui n'est pas sérieux, qui n'est absolument pas sérieux, puisque notamment sur les études géologiques, il n'y a rien qui est fixé, il n'y a rien qui est prévu, donc il y aura un dépassement qui sera probablement important, colossal. Le financement aussi, puisqu'on a parlé du financement 40% État, 40% collectivité et l'Union européenne 20%. Sauf que dans le recours, nous citons le rapport de la Commission qui nous dit que l'Europe n'est pas favorable et on n'a aucune certitude sur le financement de l'Europe sur ces 20%. D'autant plus que le projet est lacunaire sur le fait, alors que l'Europe s'intéresse, c'est un point important pour l'Europe, donc on peut être certain, en tout cas il y a de gros doutes sur la prise en compte du financement par l'Europe. Donc aujourd'hui on s'interroge, les arguments qui ont été aussi soulevés, nous avons soulevé, c'est ce projet qui est un peu redondant, parce qu'on a déjà des lignes qui sont existantes, un projet qui concerne que les métropoles, les grandes métropoles, donc Toulon, Nice, Marseille. L'arrière-pays est complètement délaissé, alors que là, il y aurait besoin peut-être de transport. Tout ça est oublié. Donc aujourd'hui, le bilan coût, avantage, inconvénient, avantage, pour nous, il est en faveur des inconvénients. Voilà, donc le recours, évidemment, nous avons développé ça sur de nombreuses pages. Voilà, donc nous attendons aujourd'hui la réponse. Nous n'avons pas la réponse encore des préfets, parce que ce sont les préfets qui vont répondre. Et SNCF Réseau répondra également, il y aura un mémoire. Nous attendons pour l'instant. Merci. Il y a des questions? Oui. Oui, le délai de réponse, à peu près, c'est 3 mois, 6 mois. Oui, J'ai entendu la question. Oui, bonsoir monsieur. Alors le délai, il n'y a pas de délai de réponse prévu par les textes. Le dossier sera probablement audiencé, c'est-à-dire qu'il y aura une audience on l'a saisi en décembre, donc probablement fin 2024. Alors, c'est pas forcément un tiers de pression, c'est pas forcément, mais ce sont les délais administratifs. Alors que les appels d'offres pour les carottages sont ont déjà été lancés. Oui, alors effectivement, le recours n'empêche pas le début des travaux. le début des travaux, effectivement. D'autres questions? Monsieur. Mon nom est Velu, je suis président du dossier. La Première ministre a tenu une conférence de presse sur le développement du ferroviaire fin février. Et d'après la lecture de la presse, sur Le Figaro ou Le Point, il semblait que le projet qui était mis en avant par la Première ministre dans cette conférence de presse avait un impact négatif, dont nous serons tous à nous réjouir, sur le développement des 3 tronçons de nouvelles lignes à grande vitesse. Qu'en est-il? Avez-vous un éclairage sur les conséquences de ce plan ferroviaire présenté il y a un mois? Alors, ça fait malheureusement partie de toutes les fausses infos qui sont distillées par l'État. C'est-à-dire que quand M. Macron a été élu, il a dit on arrête les grands projets. Et après, il s'est réorienté vers les gares, les nœuds ferroviaires. Et une fois, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas d'argent, on a 3 000 milliards de dettes actuellement. Plus les régions sont endettées, les départements sont endettés, chacun paye son fardeau, porte son fardeau. Et cet argent qu'on n'a pas, on ne va pas l'investir d'un seul coup à faire les 160 km de ligne nouvelle entre Marseille et Nice, le Bordeaux-Toulouse, le canal Seine-Nord, et on n'a pas tout cet argent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils temporisent, ça leur permet de temporiser les oppositions. On commence par les nœuds ferroviaires, vous comprenez la situation des trains,
Notre quotidien aujourd'hui est terrible parce qu'on a un nœud ferroviaire à Marseille. Et mettez en place le système ERTMS, qui est un système de navigation des trains, où on sait en temps réel où sont les trains, on peut en envoyer tous les 3 minutes. C'est pas les trains qui vont, c'est les trains qui vont manquer, c'est pas les voies. Si on augmente le nombre de trains, sauf qu'ils nous prennent pour des imbéciles, ils laissent la situation se pourrir, ils nous disent à la fin que le nécessaire, c'est la ligne nouvelle, et bien on fait dans un premier temps un tunnel sous Marseille. Alors là, je ne dis pas, c'est 1 800 000 mètres cubes de dépouillés qu'il va falloir extraire, qui ne sont pas pris en compte. Ça va être 1 million de tonnes de CO2 qu'on va envoyer dans l'air. Et après, notre président de région, il peut aller faire des conférences sur la montagne et sur la neige et demander à avoir les Jeux Olympiques d'hiver. Il marche sur la tête. On fait n'importe quoi. Et ça, je pense que c'est des arguments forts qu'il faut mettre devant les yeux du juge pour qu'effectivement, il n'y ait pas cette vision euphorique du projet. Ah oui, on va faire des TER entre toutes les grandes métropoles, ça va résoudre vos problèmes de transport. Mais en fait, c'est une arnaque. Parce que l'argent pour les RER, si on avait voulu le mettre, on le mettait déjà. C'était déjà fait. L'Europe a déjà financé. Le plan État-région avait été déjà validé sur ces travaux de rénovation. Où sont partis les 800 millions d'euros de ce plan État-région? On ne sait pas. Il faut faire la ligne nouvelle pour améliorer votre train du quotidien. Voilà la réponse. Bon, non, on n'y croit pas à tous ces arguments. Et Madame Borne, elle était ministre du Transport, donc on la connaît très bien. On connaît ses techniques, on n'a jamais pu la rencontrer. Ils avancent, et puis les opposants sont une quantité négligeable. J'espère que les juges le verront autrement. Hélène ? Moi, j'ai un grand-père qui s'était battu à l'époque pour que le train ne passe pas. C'est déjà arrivé, le procès avait gagné. En nous espérons que cette fois-ci, Pardon les doigts. il avait dit qu'on n'a jamais voulu le train ne pas passer à Sanary. À l'époque, il devait passer ici. Ça, c'est le père qui m'a raconté, il était né en 1881. Après, s'il avait une réelle utilité, on ne serait pas là à se battre. Le problème, c'est qu'on n'est pas contre le train. Et quand on leur dit qu'il faut développer le train Centre-Var, qu'il n'y a actuellement aucun moyen de communication en train, les gens qui partent de la côte, parce que c'est trop cher, vont habiter à Saint-Maximin ou à Brignoles, et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans les bouchons travailler à Toulon, parce qu'on n'a pas voulu réouvrir la ligne Carbone-Garade, sur laquelle on se bat depuis 15 ans à dire mais voilà l'alternative à faire. Ça coûte 500 millions d'euros. Ah, trop cher. Trop cher. Voilà la réponse de la région. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à Maître Bravo, puisque c'est un spécialiste des problèmes juridiques. Vous avez évoqué tout à l'heure un projet qui avait été rejeté par le Conseil d'État au sujet de Poitiers-Limoges, c'est ça, je crois. Et je voulais savoir, est-ce que ça pouvait faire jurisprudence? Alors, bonsoir. Alors, jurisprudence, chaque projet est différent. Donc, mais effectivement, sur la théorie bilan, coût, inconvénient, on s'appuie sur ça. Et le Conseil d'État, évidemment, c'est la plus haute juridiction administrative, donc le tribunal administratif doit aussi en tenir compte. Et il y a beaucoup de similitudes entre notre motivation et la motivation de l'association qui avait saisi pour contester ce projet. Oui, M. Simonet, si une autre question à poser à Maître Bravo, c'est en ce qui concerne la méthodologie juridique. À savoir, est-ce que vous pensez que le tribunal administratif de Marseille a compétence pour juger d'un projet qui concerne le Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, et est-ce que c'est le droit administratif qui vous impose de passer par le tribunal de Marseille avant de passer aux instances supérieures? Et est-ce que vous pensez que ce tribunal a, je dirais, là j'ai peut-être fait un crime de lèse-majesté, mais l'indépendance de décider vraiment de quelque chose? Bonsoir, monsieur. Oui, non, le tribunal administratif est compétent de par la loi.
une arrêté interpréfectoral, c'est le tribunal administratif de Marseille qui est compétent. Ça, on ne peut pas le contester. Après l'indépendance de la juridiction administrative, c'est autre chose. Moi, j'y crois. Après, il y a une certaine pression, évidemment, sur un magistrat qui aura une décision sur un projet important, mais pourquoi pas? On y pense.